Le cercle de Vienne et le combat pour le sens. On va explorer ensemble cette histoire assez fascinante. L'histoire d'un groupe de penseurs qui a voulu, carrément redéfinir la philosophie. Allez, on commence fort. La question, quel est le sens de la vie? Est-ce que c'est une question qui n'a pas de sens? Ça peut paraître fou, mais c'est exactement le genre de provocation qui était au cœur d'un mouvement philosophique hyper radical au début du XXe siècle. Alors oui, une vraie bataille contre des siècles de spéculation. Pour vraiment comprendre à quel point leur idée était révolutionnaire, il faut se replonger dans le monde intellectuel qu'ils voulaient tout simplement mettre à bas. Imaginez pendant des centaines d'années, la philosophie et la théologie, c'était surtout de la grande spéculation. On posait des questions sur des concepts totalement hors de portée de notre expérience. Pour le cercle de Vienne, c'était une impasse totale. Ils disaient que ces grandes questions n'étaient même pas de vrais problèmes. Ils appelaient ça des simili-problèmes. En gros, des phrases qui ressemblent à des questions mais qui sont juste du vent, des jeux de mots qui nous embrouillent. Mais voilà, face à ce qu'ils voyaient comme une impasse, une petite révolution était en train de germer. Et c'est où? À Vienne, juste après la Première Guerre mondiale. Un endroit, une époque, un climat intellectuel vraiment unique, parfait pour que de nouvelles idées émergent. Et leur entrée en scène, elle est fracassante. En 1929, ils publient une petite brochure, un manifeste, dédié à leur leader, Moritz Schlick. Le titre, La conception scientifique du monde. C'est bien plus qu'un simple texte, c'est un vrai pavé dans la mare. On pourrait même dire une déclaration de guerre philosophique. Tout ça s'est passé très vite en fait. Leur âge d'or a été intense mais court. Ça commence vraiment à prendre forme en 1922, quand Moritz Schlick arrive à Vienne et rassemble tout ce petit monde. L'apogée, c'est 1929, avec la publication de leur fameux manifeste. Et puis très vite, au début des années 30, le climat politique en Autriche devient irrespirable. Le groupe explose, ses membres partent en exil, mais en faisant ça, ils vont aussi semer leurs idées un peu partout dans le monde. Et pour bien se rendre compte du poids de ce mouvement, il suffit de regarder qui était dans le coup. Dans le manifeste, on trouve des noms comme Carnap, Neurath ou encore le grand logicien Kurt Gödel. Mais ce n'est pas tout, ils citent aussi leurs alliés intellectuels. Des gens comme Einstein, Bertrand Russell, Wittgenstein, bref, on parle du gratin, des plus grands cerveaux du XXe siècle. Rien que ça. Bon, ok, mais comment comptaient-ils s'y prendre concrètement pour faire le tri ? Quelle était leur méthode? Eh bien, ils avaient une sorte d'arme secrète, un test ultime pour séparer le sens du non-sens. Cette arme, c'est ce qu'ils appellent l'analyse logique. Et là, attention, c'est un point super important. Leur but, ce n'est pas de répondre aux grandes questions. Pas du tout. Leur but, c'est d'abord de savoir si la question est bien posée, si elle a même le droit d'exister. Il s'agit de décortiquer la logique d'une phrase pour voir si, au fond, elle veut dire quelque chose. Alors, concrètement, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Ils tracent une ligne très nette. D'un côté, on a les énoncés qui ont un sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur l'expérience, on peut les vérifier. Par exemple, la température de l'eau est de 100 degrés Celsius, facile, on prend un thermomètre et on vérifie. De l'autre côté, on a les énoncés métaphysiques. Pour eux, cela n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les tester. Prenez l'absolu est éternel. Comment on vérifie ça? C'est juste impossible. Et là, c'est un point vraiment crucial. Pour le cercle, dire l'absolu est éternel n'est pas faux. C'est plus subtil que ça. C'est juste une phrase vide de sens. C'est un peu comme de la poésie ou de la musique. Ça peut exprimer une émotion, un sentiment, une vision du monde, mais ça ne décrit pas la réalité. Ça fait semblant d'être une affirmation sur le monde, mais en fait, il n'y a rien derrière. Tout ça est parfaitement résumé par une phrase de Wittgenstein qu'ils ont adoptée comme un mantra. Ceux qui se laissent dire clairement. C'est limpide, non? Si on ne peut pas formuler une idée de façon claire et vérifiable, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'idée du tout. Une fois qu'ils ont eu cet outil, cet analyseur de sens, ils ne se sont pas arrêtés là. Non, ils se sont lancés dans un projet encore plus fou, encore plus ambitieux. Construire une vision unique et cohérente de toute la connaissance. Le rêve d'une science unifiée. Et pour ça, ils ont imaginé une sorte de grande pyramide de la connaissance, leur système constitutif. Tout en bas, à la base de tout, il y a quoi? Notre expérience personnelle, ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Juste au-dessus, à partir de ces expériences, on construit logiquement les objets physiques. Encore au-dessus, en observant le comportement de ces objets, on en déduit l'existence d'autres esprits. Et tout en haut de la pyramide, en étudiant les interactions entre ces esprits, on a les sciences sociales. Une construction logique, du bas jusqu'en haut. Le but ultime de tout ça? Créer une science unitaire. L'idée, c'était que n'importe quelle phrase scientifique, que ce soit en physique, en psychologie ou en sociologie, puisse être traduite dans un langage universel, neutre, purement logique et basé sur des faits qu'on peut observer. Fini les ambiguïtés du langage de tous les jours. C'était une ambition, mais vraiment démesurée. Alors, on l'a vu, le groupe a fini par se disperser. Leurs idées ont été critiquées, nuancées, débattues, c'est normal. Mais leur héritage, lui, est bien vivant. Alors, qu'est-ce qui nous reste de tout ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi pertinent?
L'impact est immense en fait. Déjà, ils ont apporté un énorme vent de rigueur scientifique en philosophie. Ensuite, ils sont à l'origine de tout un courant, la philosophie analytique, et ont même influencé les débuts de l'informatique. Mais peut-être que le plus important, c'est qu'ils nous ont obligés à regarder de plus près le langage qu'on utilise tous les jours pour parler de la réalité. Et rien que pour ça, la science moderne leur doit beaucoup. Au final, le message central du cercle est assez simple et plutôt radical. Il n'y a pas une voie royale philosophique pour accéder à la vérité, une sorte de chemin secret qui serait au-dessus de la science. Non. Pour eux, il n'y a qu'un seul chemin, celui de l'expérience concrète. C'est tout. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour aujourd'hui. À notre époque, qui est quand même saturée d'infox, de désinformation, de discours qui sonnent creux, est-ce que cette exigence de clarté, ce réflexe de toujours demander « Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le vérifie ?» Est-ce que ce n'est pas, au fond, leur héritage le plus important et le plus urgent ?